Je vais mettre Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle capsule d'histoire d'hommes et de femmes à l'intérieur du podcast Femmes Vibrantes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Majda avec moi, qui va nous partager un moment de sa vie, un moment de son histoire qui a été difficile. Et aujourd'hui, ouais, elle en a fait une force et elle va nous partager ce lien-là à la femme, au corps, à la maternité, à la grossesse et à l'accouchement. Bienvenue Majda. Merci. Je suis contente d'être là et merci pour l'invitation, vraiment. Alors, moi, je m'appelle Majda Gayourdé. Voilà, je suis thérapeute aujourd'hui. J'accompagne les femmes. Et puis, dernièrement, il y a eu une espèce de d'évidence qui m'est apparue. C'est la question de la femme forte. Et, euh, et souvent, on me dit, waouh, t'as 1000%, tu fais plein de trucs. Était hyper forte. Et j'ai réalisé à quel point finalement, chez moi, être forte, ça n'a jamais été une option. J'ai pas eu le choix. Et souvent, je me suis dit, ah là là, quand même, mes maternités, elles ont été hardcore, mais tu vois, c'est pareil, on n'a pas le droit de le dire. Il y a quelque part, on n'a pas le droit de le dire parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai la chance d'être mère. J'ai la chance d'être mère avec 3 enfants à charge, puisque je suis mère de 4 enfants. Et donc, du coup, déjà, je suis mère d'une grande famille. Donc, j'ai pas le droit, tu vois. Il y a quelque chose où être mère de 3 enfants qui vont bien, qui sont en bonne santé, qui sont adorables, qui sont beaux, stop, ça suffit. On n'a pas le droit de. Enfin, j'aurais pas le droit, entre guillemets, de. C'est même pas de me plaindre, mais ça a forcé chez moi aussi et ça, on en parlait ensemble, c'est l'invisibilisation de ce que ça m'a coûté. Et comme ça ne m'a pas permis d'être dans ma vulnérabilité. J'ai pas eu le choix. Il a fallu que je sois forte. Et donc, du coup, je suis une femme forte qui apparaît forte et qui, au fur et à mesure, quand je ne vais pas bien, je ne sais même plus je ne sais pas ne pas aller bien. Parce que j'ai pas le droit de pas aller bien. Tu vois? Parce qu'on a invisibilisé tous les endroits où j'aurais pu dire, non, mais enfin, c'est un truc de dingue ce que je suis en train de vivre. C'est horrible. Et j'avoue que j'ai eu le droit de le dire. Et alors, je ne me suis pas privée de le dire et je l'ai crié haut et fort. C'est à la perte de mon premier enfant. Et là, j'ai milité pour le deuil périnatal. Parce qu'en plus de ça, long parcours, ça faisait 3 ans qu'on essayait d'avoir un enfant. Cet enfant qui vient pas. Donc, quand on réfléchit, on se dit 3 ans, c'est pas grand-chose. Quand on le vit au jour le jour et qu'on voit que son couple est en souffrance et que moi, je portais la tristesse aussi de mon mari qui voulait être père et qui ne pouvait pas être père parce que j'arrivais pas à porter l'enfant qu'il voulait. Et donc, du coup, double peine, quoi. Mais c'est pas grave, il fallait être forte. Et donc, du coup, on y arrive enfin. Dès la première minute, hein. Je te la fais courte, mais je fais le test de grossesse le matin, je suis enceinte. Le soir, je vais me coucher, je perds des gros caillots de sang. Donc 24 heures d'insouciance de la maternité. Quand ça faisait 3 ans déjà que c'était une souffrance et une difficulté, j'ai vécu 24 heures d'insouciance de la maternité. Ça y est, enfin, ça y est, moi aussi ça m'arrive, ça y est, enfin, je vais cuit les petits oiseaux, avoir un ventre qui s'arrondit, le mariage qui va bien, le couple, le bébé qui arrive, on a notre maison, tout est parfait. Ça a duré 24 heures. Je me disais, bah, dis donc, c'était pas cher payé 3 ans pour 24 heures. J'arrive à l'hôpital, décollement du placenta, alitement pendant 5 mois, pas avoir le droit de bouger. Le bébé va très bien, c'est un petit garçon, c'est merveilleux, mais il faut pas trop bouger. Et là, j'ai au bout de 5 mois une fission de la poche des os. Je me retrouve à l'hôpital, alité pendant 48 à 72 heures. Et au bout de 72 heures, on m'emmène en salle d'accouchement. Et là, je regarde mon gynéco et je lui dis, mais le placenta, il est recouvert sur le col.
Ça faisait déjà quelques heures que j'étais en salle de naissance. Et en fait, le gynéco, il a fait du moonwalk dans la salle. Vraiment, hein, il est parti en marche arrière et il a ouvert mon dossier parce que ça n'avait été stipulé nulle part que le placenta était recouvrant sur le col et qu'en fait, ils étaient à deux doigts de me faire accoucher par voie basse alors que j'allais mourir sur place, quoi. Donc là, code rouge, césarienne en urgence, c'est parti. J'arrive en salle d'opération, anesthésie générale. Il me regarde, il me dit ça va. Je dis non, pas du tout. Il me regarde et il me dit ça va aller. Et c'est la dernière phrase. Moi, franchement, je partais pour mourir, hein. C'est la dernière phrase que mon gynéco me dit et j'arrive dans. Et là, il y a une fourmilière, hein. Et en plus, tout le monde débarque et personne ne sait pourquoi les gens sont là, parce qu'on les attrape au vol, hein. Une infirmière. Et il y a une infirmière qui me dit, tu vois, c'est marrant parce que je l'avais jamais dit à personne, une infirmière qui me dit, c'est une fille ou un garçon. Moi, je sais qu'il va mourir, hein. Je suis alitée, Mm. mais on m'avait déjà dit, à ce terme-là, je suis désolée de vous dire, il va pas survivre à l'accouchement, quoi. Et je la regarde, mais vraiment, tu sais, c'est vraiment ces endroits où je me dis, t'es- je suis tellement à des endroits de sidération, je suis tellement à des endroits où je peux pas dire. Je suis là à répondre gentiment à la question. C'est une fille ou un garçon? Je lui dis c'est un garçon. Elle me dit ah là là, il est à peine arrivé celui-là qui fait déjà des siennes. Et j'ai Oh rien mon répondu. Dieu. Ben Et non. j'ai rien répondu. Parce qu'en fait, j'allais lui dire, mais en fait, il va mourir là. Et donc, du coup, donc je réponds. Puis moi, je suis vraiment, on est entre les deux portes battantes, tu vois, d'un côté, de l'autre côté, il y a le bloc opératoire. Je suis à poil, allongée sur une table. Je sais que je vais me faire charcuter. Je ne sais pas comment je vais ressortir. Et si je vais ressortir. Donc voilà, petite T'es dans un phrase. très grand moment de vulnérabilité. Et puis ça montre aussi que à cet endroit-là, il y a aucun tact médical, ne serait-ce que de dire ce bébé fait déjà des siennes en arrivant, alors que tu sais que finalement c'est un engagement vital et que ce nourrisson, ben, tu vas certes l'avoir, mais Bah, et tu que je vas le vais perdre en fait. Oui, c'est Tu ça. veux. Et que je vais pas l'avoir. Et que j'aimerais tellement qu'il fasse des siennes toute sa vie, tu vois. Et que je pars de Hmm. cet endroit-là. Et, et voilà, et le lendemain, pour la faire courte, hein, transfusée à 3 kilos de sang, parce qu'en fait, le sang, l'hémorragie qui commençait à arriver, c'était moi qui me vidais de mon sang par le biais du placenta et c'était pas l'accouchement qui était en place, quoi. Et puis finalement, je me réveille, hein, contre toute attente, hein, mon gynéco qui m'a suivi pendant les 10 ans qu'on suivi derrière, hein. Donc on est beaucoup revenu sur cette histoire. Il se rappellera toujours de mon histoire, il me le dira toujours. J'ai été Hmm. en sauvetage maternel, tout l'hôpital parlait de moi le lendemain matin. Il y a eu un sauvetage maternel la veille parce que j'allais mourir en salle de naissance en fait. Et donc, du coup, transfusée à 3 kilos de sang, je me réveille le matin, j'ai encore une des poches accrochée et je demande à aller voir mon bébé en chambre mortuaire parce que je veux le rencontrer. Et en même temps, c'est un des plus beaux et un des plus horribles moments de ma vie. Parce que d'un coup, je réalise que mon bébé ressemble à mon mari, qu'il a des airs, qui me ressemble. Mais en même temps, il est là, endormi, inanimé, en tout cas. Et c'est la première rencontre avec mon bébé. Donc, ma première rencontre avec la maternité aussi. Je deviens la mère de cet enfant, mais personne ne m'explique rien. Donc, je le touche à peine, je n'ose surtout pas le prendre, hein, parce que je ne sais pas dans quelle mesure je vais le casser ou pas le casser. Tu vois, tout ce qui est de la maternité. Et en même temps, je suis là dans la chambre mortuaire. Donc c'est un moment qui est aussi sublime qu'il est terrible. Et donc après, s'ensuit ce qu'on fait du corps de notre bébé. Est-ce qu'on l'enterre? Est-ce qu'on l'enterre pas? Est-ce qu'on s'en occupe? Est-ce qu'on s'en occupe pas? Et on te pose toutes ces questions-là alors que tu savais même pas tu vois, tu es déjà dans le truc de qu'est-ce qu'il me faut pour la maternité? Tu vois, et ben là, c'est qu'est-ce qu'il me faut pour enterrer mon bébé? Donc, C'est vraiment ce que j'y vois dans ton partage aussi, c'est vraiment cette notion de paradoxe qu'on a dans la vie entre ce qui peut être hyper beau, hyper magique, hyper joyeux et en même temps hyper souffrant, hyper difficile. Et ça se passe dans beaucoup, beaucoup de moments de nos histoires de vie.
euh, et surtout comment on est accompagné. Enfin, parce qu'au final, tu dis que tu vas le rencontrer, tu sais que tu vas le voir, il est inanimé, il est mort. Euh, Tu vas à la fois lui dire bonjour et lui dire au revoir, et, euh, et on t'accompagne pas. Non. Moi, c'est ça aussi que je vois dans cette invisibilisation de, de ces moments de vie qui sont difficiles. C'est que on nous donne pas les outils, on nous donne pas les ressources pour nous accompagner au mieux, notamment quand ça concerne, tu vois, aujourd'hui, je sais que tu parles de salle de naissance, j'ai entendu il y a pas longtemps, avant on parlait de salle d'accouchement. Et il y a pour moi une invisibilisation des mères qui est montrée du doigt et qu'on ne nomme pas. Ça va avec aussi, bah, toi, t'arrives, finalement, tu deviens maman et c'est le plus beau jour de ta vie et en même temps, c'est un jour qui est hyper douloureux parce que tu deviens mère, mais à la fois, tu enterres ton enfant. Mm. Donc, Oui, mais tu l'as bien dit, hein, cette notion de l'invisibilisation de la mère et de la femme, au fond, tu vois, on est en train de oui, parler la de la femme. femme qui devient mère. Et quel est le prix qu'elle paye pour être mère? Moi, je me souviens, il y a vraiment quelque chose parce qu'après, dans la continuité, donc je te disais que j'ai trois enfants qui sont bien Oui, vivants et qui vont bien. Dans la continuité, je n'ai vécu que des grossesses à risque. Et donc, du coup, tous, tu vois, on s'est rendu compte que j'avais une béance du col de l'utérus. Donc, du coup, oui, à 3 4 mois de grossesse, je subis un cerclage. Donc, on me ferme le col avec un fil de nylon. Mais là, je passe au bloc opératoire. Donc, ça veut dire, je passe par l'anesthésiste. Donc, tu vois, quand on me dit la piqûre de la péridurale, c'est la même aiguille, hein, c'est la très, très longue qu'on te plante en bas du dos. Et donc, déjà, tu es enceinte de 3 4 mois. Alors, avec tout le stress oui. de tout ce que j'ai vécu auparavant, Avant. hein. Je porte cette grossesse-là. L'insouciance dans ma vie a duré 24 heures, hein. Ouais. Voilà. Donc, toute cette insouciance-là n'étant pas là, chaque passage au bloc opératoire, réactivation du stress post-traumatique, parce qu'on va le dire, hein, c'est un trauma que j'ai porté, j'ai beau avoir travaillé, j'ai pris Il est là. perpétuité de la mort de mon enfant. J'ai pris perpétuité, je porte mes enfants toute la vie, qu'ils soient vivants ou morts, en tant que mère, je les porterai toute ma vie. Donc, lui, je le porte aussi autant que ses frères et sœurs. Donc j'arrive au bloc opératoire, on me fait mon cerclage, je me retrouve 24 heures en salle de réveil, je suis arrêtée professionnellement. Je ne peux plus travailler parce qu'avec un cerclage, et puis j'étais dans la restauration, donc autant te dire que piétiner, être debout toute la journée, le poids de la grossesse, c'est fini, on m'arrête. On m'arrête, d'un coup, je découvre que je fais du diabète gestationnel et j'ai besoin d'insuline. Donc en fait, je me pique avant chaque repas les doigts pour vérifier mon taux de sucre dans le sang. Je calibre ce que je dois manger, alors que tu vois, la grossesse, on me dit que tu es plutôt alité, tranquille. Tu manges par envie. Oh, tiens, j'ai envie de ça. Bah, moi, ça a été tu rêves. En fait, C'est tu notes censé dans un petit. être un moment d'abondance, un moment bah, de générosité à l'image d'un ventre qui s'arrondit, qui grossit pour venir nourrir, pour accueillir cet enfant qui grandit à l'intérieur de son corps. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'est comme beaucoup le voient comme ça. Sauf qu'en réalité, et c'est ça aussi, tu vois, j'ai toujours aimé les enfants, j'ai beaucoup travaillé avec les enfants plus jeunes. Et donc, du coup, pour moi, les enfants, j'ai toujours voulu bien les faire et il n'y a pas de problème sur le dévouement pour l'enfantement. Et donc, du coup, c'est OK, allez, si ce n'est que ça, je me pique le doigt, mais en fait, je me pique le doigt 6 à 8 fois par jour. Je me pique le ventre parce qu'il faut que je me balance de l'insuline lente et rapide. Donc, je suis là en train de m'arrondir, mais qu'avant que je mange, il faut que je me pique le ventre. Je suis déjà passée au bloc opératoire. Et puis, c'est pas grave, tu vois, je gonfle à vue d'œil parce que je fais de la rétention d'eau. Puis, je travaille plus parce que je peux pas trop bouger. Et puis, alors, avec cette grossesse, je suis en train de me dire, et je suis en train de vivre aussi toutes les angoisses et si j'arrive pas au bout de cette grossesse-là aussi, comment je survis à la deuxième perte?
c'est impossible. Et donc, du coup, je suis comme ça dans ce truc et je sens que petit à petit, mes mâchoires, elles se tendent et je suis devenue cette femme forte qui ne lâche rien, qui serre les dents et qui compte un jour après l'autre, qui s'appuie sur deux, trois copines, qui s'appuie sur des lectures, qui s'appuie sur la psychologie de la maternité, la psychologie du deuil périnatal, comment faire pour pouvoir vraiment survivre et ne rien lâcher. Et en même temps, maintenant, est-ce que je te dirais que mes maternités ont été extraordinaires? Pas du tout, pas du tout. Tu vois, et ça, c'est invisibilisé. Mais je l'ai introjecté aussi. Introjecté, ça veut dire que à l'intérieur de moi, moi aussi, j'ai invisibilisé la Bien sûr. souffrance que je vivais de ne pas pouvoir vivre et l'injustice que ça me faisait vivre, de ne pas pouvoir vivre tu vois, une maternité épanouissante, de me dire que j'allais accoucher dans une maison de naissance avec des sons, avec la possibilité de m'étendre, de m'étirer, de prendre un bain chaud et de repasser ci, de repasser là. Parce que dans mon fantasme, j'aurais voulu accueillir un bébé non médicalisé. Parce que tu vois, au départ, quand on a mis 3 ans, on nous disait d'aller en PMA et je disais non, non, mais moi, je veux pas médicaliser l'arrivée de mon enfant. Tu vois, Ouais. déjà. Et donc, du coup, là, j'arrive et je sais que puisque j'ai subi une césarienne d'urgence très tôt dans la grossesse et qu'ils ont dû ouvrir mon utérus sur toute sa hauteur parce qu'à 20 semaines de grossesse, eh ben, ils n'ont pas pu faire une césarienne classique. Et Ok. ben donc, du coup, mes tissus ont été découpés et recousus, tu vois, parce que tes tissus, ils sont à Mhm. l'horizontale. Et là, ils ont dû couper à la verticale. Et donc là, vu que j'ai une cicatrice, eh ben, ils me disent, ça n'est pas possible. On ne peut pas permettre à l'utérus d'avoir des contractions. Le risque, ce serait qu'il y ait une déchirure utérine. Donc, évidemment, là aussi, je me Ouais. tais. Je dis, T'encaisses. j'encaisse. Je dis OK, parce que moi, mon but quand même, c'est que mon bébé, puisqu'à ce moment-là, on voulait pas savoir si c'était une fille ou un garçon, tout ce Ok. qu'on voulait, c'était un bébé en bonne santé. Que le projet, ça soit le bébé en bonne santé qui est dans mes bras et tout va bien. Et ça a été ça pour les 3 autres grossesses, sauf que la première grossesse, il y a le second effet qui se coule, et c'est pour ça que j'ai beaucoup médité pour accompagner le deuil périnatal au début de mes accompagnements. C'est le second effet qui se coule, c'est que j'ai commencé à vivre avec elle, du coup, tout ce que je ne vivrais jamais Avec avec lui. le premier, Hmm. puisque je ne savais pas ce que c'était qu'être mère quand on perd son enfant. Et donc là, j'apprends à être mère et en même temps, dans chacun de mes gestes, dans chacun de mes mouvements, il y a le fait que je ne vivrai pas ça avec le premier. Je ne pourrai pas faire ça avec le premier. Je ne le verrai jamais faire ça. Et c'est pas en permanence, mais ça te chope au vol dans n'importe quel moment. Et puis, en plus d'apprendre à être mère. C'est-à-dire que déjà, une grossesse lambda, et j'ai envie de te dire où tout se passe bien, une maternité où tout se passe bien, complètement en panique avec la responsabilité d'un être vivant sous ta responsabilité et d'un coup qui se dit, tu vois, c'est je suis responsable de sa vie, mais quand j'ai échoué, parce que c'est la sensation, hein, c'est la culpabilisation, toutes les mères endeuillées te le diront, on portera la Bien sûr. culpabilité de ne pas l'avoir mis au monde en vie et en bonne santé. Et donc du coup, et si là, je n'y arrivais pas non plus? Mais c'est pas grave, il faut le faire. Donc je serre les dents et je suis forte. Et ça aussi, c'est invisibilisé. Et on invisibilise tellement le vécu des femmes qui se doivent de tenir, de tenir, de tenir, de tenir. Et donc ça a été ça. La grossesse d'après, j'ai fait un abcès en postpartum. Je suis repassée au... Non Ouais, mais, t'as vraiment vécu chaque grossesse avec un ensemble de difficultés médicales, ah oui, on peut dire ça comme ça, et dans ce que tu nommais tout à l'heure de dire je ne voulais pas aller jusqu'à la PMA parce que je ne voulais pas avoir un enfant médicalisé. Au final, sur les 4 grossesses, tu vis 4 grossesses médicalisées parce que le cerclage, c'est une médicalisation, l'insuline, c'en est une,
et tous les soins qu'il y aura autour de ça et de différentes problématiques, on est sur de la médicalisation aussi. Donc, c'est pas l'expérience de grossesse de rêve, Non, en tout cas celle qui te permet de t'épanouir en tant que femme enceinte, préparant cette future maternité, de devenir une femme mère. Euh, alors, donc, qu'est-ce que je t'ai pas encore dit, c'est que on sent. la toute dernière grossesse, moi, je suis devenue forte en termes médicaux, malgré moi. La toute dernière grossesse, je vis ce qu'on appelle un placenta percreta. Et là, c'est voilà, j'en parle dans ma sphère, dans mes petites, mais j'en parle très peu parce que Ouais. ça a été d'une telle violence. Hmm. Figure-toi qu'il y a des gens du médical. J'ai même vu une gynécologue qui m'a demandé ce que c'était, tu vois, D'accord. Ok. pour te dire. Et donc le percréta, c'est quand le placenta décide de migrer à l'extérieur de l'utérus. En ayant vécu 3 césariennes au préalable, ça a affiné ma paroi utérine. Et ma paroi utérine étant cicatricielle, elle était plus à même, entre guillemets, de créer, d'être poreuse en fait. Et donc ma paroi utérine a été poreuse sur ma dernière grossesse. Mon écho-morpho, la deuxième échographie, donc ça faisait déjà un moment que je savais que c'était un garçon, je l'ai su à la première échographie, mais j'aurais envie de te dire que je l'ai su tout de suite Hmm. parce que c'était le bébé surprise, le bébé qu'on n'attendait pas. Et pour moi, il y avait quelque chose de... j'ai pas encore tout compris, mais je sais qu'il y avait quelque chose... j'ai perdu un garçon en premier, la dernière grossesse qui s'invite, je savais intérieurement que c'était un garçon. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première grossesse, donc le nid, le placenta, s'est décroché. Et à la dernière grossesse, il a migré à l'extérieur du... Il s'est trop accroché. Et Hmm. il a migré à l'extérieur de l'utérus. Et du coup, j'ai eu du placenta sur la vessie, sur les intestins, partout. Donc, je te passe tous les détails. Mais ce que je peux te dire, c'est que j'ai passé plus de 3 heures et demie au bloc opératoire, que j'ai eu plus de 3 heures de préparation avant de rentrer dans le bloc opératoire. Que à ce moment-là, la préparation, ça a été insoutenable, insupportable. On m'a branché des cathéters au niveau des artères fémorales. Donc, je suis à moitié à poil, juste avec ma blouse, hein, le ventre qu'on peut plus, sous diabète gestationnel qui n'a rien mangé depuis 22 heures la veille. Je suis assise dans une salle, je pourrais même pas te dire, je suis dans une salle de réveil, dans une salle de préparation. Que là, il y a les anesthésistes qui sont en train de me préparer, qui tournent autour de moi. Je me souviens de 2 scènes qui m'ont marqué parce que je suis là, on me fait m'arracher anesthésie. Et puis en même temps, tu as quelqu'un qui vient parler à l'anesthésiste qui est en train de me piquer dans le dos et qui lui demande si après il va dans la salle 3 pour l'IVG ou s'il passe dans la salle 5 pour le curetage. Et Ah, moi, je suis wow. là, je n'existe pas. Cette invisibilisation même de la femme qui est en train de vivre ce qu'elle est en train de vivre, parce que là, mon conjoint, il peut pas être là, hein. Personne Bien ne peut sûr. être là avec moi. Et donc, je suis en train de subir des actes médicaux. Et donc, du coup, là, il y a personne et il y a que moi. Et je suis là au milieu de professionnels qui se parlent d'actes médicaux, chirurgicaux qu'ils doivent aller faire à droite à gauche. Et moi, je suis là, mon ventre rond, déjà fatiguée. Je te parle pas du stress et de l'angoisse parce que je sais que je vais passer au bloc opératoire et que c'est une très, très grosse opération. Je crois qu'ils étaient 35 dans le bloc opératoire, Wow. pour te dire. Parce que un père Créta, c'est... J'ai lu hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'études sur le sujet. C'est encore une des raisons pour laquelle il y a des morts en couche. Tu vois, les femmes, Hmm. c'est Ouais. parce que s'il y a une artère du placenta qui se met à saigner, le temps qu'on trouve d'où elle vient, donc ils ont préparé les poches de sang, il y avait tout, tout, il y avait infirmière anesthésiste, interne anesthésiste, infirmière ceci, les auxiliaires puères, parce que j'allais quand même avoir mon bébé. Qui était lui bien vivant dans mon ventre et moi j'étais obsédée que par ça. C'est-à-dire que là je serre Bien les dents, sûr. je serre les dents, je serre les dents. Il faut que mon fils naisse en bonne santé. Moi, ça passe après. Et pendant toute la grossesse où j'avais cette épée Damoclès au-dessus de la tête, puisque je l'ai su très tôt qu'à tout moment,
bah, si j'avais des saignements, il fallait que j'aille vite à l'hôpital, mais que le temps qu'on trouve d'où ça vient, potentiellement, il serait déjà trop tard. Donc ça, mon gynéco, il était très clair avec moi là-dessus. Et donc, tu vois, tu vas mettre au monde un enfant. Et moi, le truc qui m'obsédait, c'était de me dire, il faut pas que la naissance de mon fils et donc du petit frère de mes deux filles soit la date du décès de leur mère. Ouais. Bah ouais, parce qu'il y a cette épée de Damoclès au-dessus de ta tête de tu veux aller jusqu'au bout de cette naissance, cet accouchement, et aussi de rester en vie. Ouais. Et tu vois, je te le dis, c'est la première fois que je le pose comme Mm. ça et j'en suis tout émue. Euh, Ça m'émeut beaucoup aussi. Parce que je voulais absolument, vraiment, j'étais obsédée par ça. Je me disais, mais comment il va fêter ses anniversaires? Mhm. Comment ses sœurs vont pouvoir honorer sa naissance? Parce qu'il faut qu'on honore sa naissance. C'est trop cool d'avoir un petit frère. Si sa naissance sonne avec la mort de leur mère, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Et donc, s'il fallait subir, j'étais prête à tout subir. Et j'ai tout subi parce que vraiment, vraiment, ils ont, mon cerclage, ils me l'enlevaient toujours, mon gynéco, parce que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon gynéco n'a pas pu m'opérer, n'a pas Mm. pu me faire la dernière césarienne parce que l'hôpital dans lequel j'étais suivie n'avait pas le plateau technique pour suivre un père crétin. Donc, il m'a envoyée à Paris dans un autre hôpital avec un professeur, une gynéco. Et donc C'est une là, autre équipe. c'était Mm. une autre équipe qui n'a pris le poids et la mesure pas, que par obligation, mais que eux, dans leurs images, c'est ça qui est fou, c'est qu'ils percevaient pas le père Créta. Et mon gynéco, il me disait, ne vous inquiétez pas, le seul projet que j'ai pour vous, c'est que vous soyez en vie avec votre bébé. Le jour de l'opération, ils vont pas avoir le choix, mais au moins, ils auront le plateau technique pour assurer. Alors qu'ici, on n'aura jamais le plateau technique pour assurer. Et donc, j'arrive au bloc opératoire avec tous ces gens qui arrivent en mode pump it up, on est là parce qu'on doit être là. Et en même temps, il y avait du bruit partout. Et je subis cette césarienne en anesthésie locale, que rachi-anesthésie. Parce qu'on ne peut pas m'endormir complètement parce qu'il y a mon bébé dans mon ventre et que si je reçois une anesthésie générale, c'est dangereux pour lui. Et donc pour moi, c'est OK, je peux subir tout ça. Et donc ça veut dire que la fourmilière autour de moi, j'entends tout, chaque mouvement, chaque bruit, chaque personne qui se parle. Et puis alors, manque de bol pour moi, je suis très observatrice, très à l'écoute, donc j'entends toutes les conversations. Mais t'as les poches de culot de sang, ok. Mais t'as ci et t'as ça. Et où est-ce qu'il est l'appareil machin? Et je suis là, je respire, je respire, je respire, je respire. Avec l'arraché anesthésie, j'ai des nausées. J'ai rien mangé depuis la veille. Il est 12h30 hein, à peu près quand ça va commencer. Et donc, tu vois, il y a beaucoup de monde dans un bloc opératoire. Donc, du coup, tu entends des mouvements et tu entends des petits bruits et tu entends des personnes qui se parlent comme ça. Mais en fait, ça ne s'arrête pas. Moi, je suis attachée sur la table, hein. Donc, ça veut dire que j'ai les bras en croix et Oh, wow. que chacun essaye de me piquer pour vérifier que le cathéter qui est dans le bras, il marche bien, vérifier. Il y a un moment donné, je leur dis, mais wow, en fait, vous me faites mal, quoi. Parce que en fait, ils sont tous focalisés sur ma main droite, à droite. Ils sont focalisés sur le cathéter qui est à gauche. Mais il y en a aucun qui regarde et qui sont en train de se dire, on est en train de lui envoyer des produits dans les veines de chaque côté. Peut-être que c'est pas agréable. Ce qui me vient là, c'est tu deviens une expérience en fait. Ouais. Enfin, Et moi qui ai oui. une part scientifique, tu deviens comme je dis, un lapin de laboratoire, euh, parce que on prend pas en compte qu'il y a une humaine, une femme qui est enceinte, et ce qui compte en fait, c'est les gestes, enfin vraiment cette image, quand tu parles de plateau technique, Mm. il y a que ça qui compte, le protocole. Et Ah, donc, ouais. Et t'es pas au c'est bout de com- tes peines. Parce que c'est complètement déshumanisé en fait. ah bah, tu Euh, c'est n'existes pour pas en ça. tant que personne. Oui, et puis en plus, toi aussi, dans ce que tu partageais, tu, comme tu dis, j'ai serré les dents, j'ai encaissé comme un boxeur sur un ring, euh, pour que ton bébé vive.
et en second plan pour que toi tu vives. Parce Mm. que, entre guillemets, enfin, non, même pas entre guillemets, en fait. Ton corps était au-delà d'être remis dans les mains d'une équipe chirurgicale. Pour moi, il était remis dans les mains du grand mystère, de la source, pour pas parler de Dieu et de Ah si, moi je religion. peux, moi je peux te parler de Dieu sans Oui, problème, mais oui, je non, mais me disais enfin, si c'est mon heure, faites qu'elle n'arrive pas là et qu'elle arrive dans c'est 3 4 jours, ça, tu vois. c'est ça. Et, Et du coup, de mettre ça en lumière dans ce qui est là pour toi, je trouve ça à la fois encore, on est dans ce paradoxe d'avoir la foi en la vie de ton bébé, en ta vie, et d'accepter ce qui est en train de se passer, qui te dépasse, parce que là, t'es plus Majda, t'es plus cette femme qui est enceinte, qui va accoucher et donner naissance à son quatrième enfant. T'es, tu tu deviens un protocole et une expérience chirurgicale parce que, au vu déjà de ce que tu partages, c'était quelque chose de peu connu et au vu de l'équipe, oui, c'est ça, c'est peu ouais, connu et ils ont tous. Je deviens le cas clinique, le cas d'école. ça. Ils vont peut-être pas en voir deux dans leur vie en passant par cet hôpital-là. Ils vont peut-être pas en voir deux dans leur vie en travaillant au bloc opératoire et compagnie. Donc, il y a vraiment ce côté un peu cas d'école. Et puis, ce qui se passe, comme je te disais, ils n'ont pas forcément pris au sérieux au départ l'idée du père Créta. Parce que ce que j'ai fini par comprendre, hein, c'est que faut avoir une sacrée expérience que mon gynéco a pour percevoir Mm, et que eux l'ont pas vu. Et ce qui s'est passé au moment où ils ont commencé à m'ouvrir le ventre, et ben là, je peux t'assurer qu'il y avait plus une mouche qui volait dans le bras. mm, Mais quand je te dis plus une mouche qui volait, c'est il y a eu un blanc, mais un silence de mort. Et mm. avec plus rien. Mais pas un chuchotement, mais presque, il y avait plus rien. Et c'est là que j'ai parlé et j'ai appelé le docteur que je connaissais, que je lui ai dit, tiens, bah, qu'est-ce qui se passe? Et je l'ai nommée par son nom, puisque c'était elle qui était en charge de cette opération. C'est une femme. Mm. Et elle me dit, eh ben, c'est plus complexe que ce qu'on croyait. Waouh. Et c'est la seule phrase qu'elle a dit. Et là, j'ai appris par la suite qu'on avait sorti mon utérus de mon ventre. Donc, ils ont ouvert mon ventre sur toute sa verticalité. Mm, Ils ont sorti mon utérus avec mon bébé dedans, à l'extérieur de mon ventre. Ils ont opéré mon utérus à l'extérieur de mon ventre. Ils ont sorti mon fils. Là, mon fils est parti. Et là, ils ont dû recoudre mon utérus à l'extérieur. Et ils ont dû tout remettre à l'intérieur de mon ventre, en me laissant avec le placenta à l'intérieur de mon ventre, puisque ils ne pouvaient pas le retirer. Parce que s'ils retiraient, c'était le risque hémorragique. Donc, j'avais encore un bout de cordon et le placenta dans mon ventre quand je remonte dans ma chambre. Donc, après, la salle de réveil et compagnie. Bon, autant te dire que dit comme ça a pris 2 minutes pour que je te le dise. Autant te dire que je suis oui, restée plus de 3 heures sur la table d'opération. bien sûr. Je suis restée plus de 3 heures allongée dans ce bloc opératoire où il fait un froid horrible, où tu as l'impression que finalement ton corps se cadavérise de minute en minute, les mains attachées sur le côté, les bouts de doigts que tu sens plus, tu as froid. Et tout ça, en fait, c'est tout ça. Tu vois, parce que même moi, finalement, quand je te dis que je l'ai intégré, tu vois, même moi, je te le raconte en 3 minutes, alors qu'en fait, ça a duré 3 heures, que j'étais gelée, que j'étais fatiguée, que j'avais envie de vomir à chaque seconde et qu'on me présentait un haricot sur le côté parce que tu sens pas la douleur à proprement parler. Mais je peux t'assurer que quand tu as des mains à l'intérieur de ton ventre et qu'on te sort les organes de ton ventre, tu sens des choses quand même dans ton corps. Tu sens les mouvements, tu sens la sensation, c'est une horreur. L'odeur du bloc opératoire, tout ça que moi-même j'ai invisibilisé. Tu vois, et aujourd'hui, je t'en parle comme ça à toi et c'est la première fois que j'en parle comme ça. Parce que même moi, j'ai intégré qu'il fallait que je taise
pour honorer la vie de mon fils qui est arrivé, qui va bien, qui est en bonne santé, qui est un super petit mec, qui est génial, et que tout ça, rien que ce passage au bloc opératoire, mais franchement, si tu savais tout ce qui s'en est suivi, infection, pronostic vital engagé, j'ai cru que j'allais jamais sortir. Sortie de 3h30 du bloc opératoire, ils se rendent compte, la gynéco se rend compte qu'elle a oublié de m'enlever le cerclage. Et sur le brancard, sur le brancard, mais même, je voyais l'équipe autour qui se disait, mais elle est complètement tarée de ce qu'elle est en train de faire. Parce que là, au milieu de tous, eh ben, en fait, je suis désolée, ils ont commencé à nettoyer le bloc opératoire. Quand je lui dis, elle m'accompagne je lui dis, vous avez bien enlevé le cerclage. Et là, d'un coup, elle se rend compte qu'elle l'a oublié de l'enlever. Donc, entre la salle de réveil et le bloc opératoire, dans un couloir, on se retrouve à me lever les jambes en l'air pour qu'elle puisse retirer le cerclage. Lunaire. Ouais. C'est lunaire. Ce que je vis, je, ouais, je suis en dissociation totale. C'est complètement lunaire. C'est de la barbarie. C'est de la Mm. torture. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'aimerais qu'on puisse mettre en lumière et que moi-même, hein, j'aimerais pouvoir euh, être plus douce et plus vulnérable avec moi sur le fait que je suis forte, que j'en fais trop, mais comment ça pourrait être autrement? Tu vois? Comment ça Ça, pourrait être autrement? parce qu'aujourd'hui, tu en parles, parce que tu as traversé tout ça et tu es encore en vie, ton couple est là, tu as tes enfants, tu en as un qui veille sur vous. Mm. Et aujourd'hui, bah, tu peux desserrer les dents et prendre une grande bouffée d'air pour dire waouh, ok, si je lâchais l'armure en fait. Ben, c'est Oui, ça. je peux être vulnérable, je peux raconter mon histoire, je peux être émue, défaillir et pleurer ou crier, m'exprimer sur ce qui est là. Mais ce que tu as traversé, c'est souvent ce que j'appelle une survivante parce que tu as vécu à la fois des choses miraculeuses dans ces grossesses, dans ces épreuves physiques de ton corps de femme, si tu es devenue mère, mais si on revient à toi, dans ce corps de femme qui a porté à la fois la vie et la mort. Mm. Euh, Peut-être que mes mots, ils sont Ah non, 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 pas du tout, j'accueille. percutants, mais c'est ce qui me vient et c'est aussi pour ça que j'ai envie de partager ces histoires de vie parce que ça nous concerne tous, peu importe ce qu'on vivra. Et en fait, je sais aussi ce que c'est d'être une femme forte, celle qui tient quoi qu'il arrive et qui serre les dents et qui combat et qui avance. Mais en fait, aujourd'hui, waouh, waouh, tu l'as faite et là, et ta plus belle victoire, c'est d'être en vie pour toi, pour ton mari, pour tes enfants, de pouvoir célébrer chacun de ses anniversaires, de pouvoir célébrer aussi la femme que tu es et tout ce que tu as traversé, euh, et que bien sûr ton corps, là, il a j'ai envie de dire, il a encore besoin de temps. Mm. Euh, parce qu'on peut mentaliser, comme tu dis, tu as vécu 3 heures de chirurgie, d'opération, tu l'as raconté en 3 minutes, mais ton corps, il a besoin de temps. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mm. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es en train de dire que je suis une femme forte. Et en fait, que tu t'autorises aussi à dire, waouh, je suis une femme et je peux arrêter d'être forte. Ouais. Et c'est pour ça que, tu vois, là, tu vois, on parlait des signes, de tout ce qui se met en place. Et en fait, je me rendais compte que dans mes accompagnements, j'avais de plus en plus de femmes fortes qui viennent et qui n'en peuvent plus et qui arrivent et qui lâchent un peu avec moi. Mm. Et c'était fou parce que, tu sais, on me dit c'est qui ta cible, c'est qui ton client, machin. Et ça, je l'avais jamais vu. Mais parce que c'était tellement proche de moi, Bah, c'était bien sûr. tellement là que du coup, je voyais même pas.
Et d'un coup, elles apparaissent, elles apparaissent, elles apparaissent de plus en plus dans mes accompagnements et elles sont puissantes, elles ont des vécus de ouf. Et je me dis, mais oui, mais en fait, là, avec moi, elles peuvent lâcher, elles peuvent être un peu vulnérables, elles peuvent dire qu'elles sont fatiguées, qu'elles en peuvent plus de tout porter, qu'elles ont été fatiguées, que c'était pas juste qu'elles aient à vivre tout ça. Et c'est bien d'avoir un espace où on peut se raconter comme ça. Pouvoir se dire, en fait, ça suffit. Mais c'est aussi reconnaître, comme tu viens de le faire avec moi, c'est de reconnaître la puissance de la femme qu'elles sont, la puissance que, et quand je dis elles sont, je veux dire que je suis aussi à l'égard de ce que tu viens de me porter comme message. Et donc, c'est ça, je suis vibrante, puissante, malgré et grâce. Tu vois, quand on parlait des ambivalences, des mots qui se conjuguent, eh ben, c'est malgré les épreuves et grâce aux épreuves. Elles m'ont rendue forte, elles m'ont éprouvée, elles ont fait celle que je suis. Et malgré, parce que malheureusement, comme je te le disais en début, être une femme forte, ce n'est pas un choix. Ça n'est Ce pas n'est pas un un choix. choix. Tout à fait. Merci pour ce que tu nommes. Forcément, ça me fait énormément écho quand tu dis qu'ils accompagnent, parce que c'est ce que je suis aussi. Mm. Et au fur et à mesure du temps, et notamment moi, à travers la maladie, ça a été de lâcher les armes pour accueillir pleinement les larmes et pour accueillir ensuite la vie et la joie. Tu parlais de Femmes vibrantes, c'est le nom de mon podcast avant de créer cette capsule. Je l'ai créé il y a le 8 mars 2024, un an après avoir été hospitalisée le 8 mars 2023, dans ce que je Ouais. traversais physiquement. Et c'est le nom qui m'est venu, Femme Vibrante. Donc j'ai envie de clôturer là-dessus ensemble. Mm. Euh, Merci énormément pour ton partage, pour ce podcast, pour avoir porté ta voix de femme vibrante. Et, et c'est le message, je crois, qu'on peut laisser aux femmes qui nous écouteront et aux hommes aussi, bien sûr, que toutes les femmes sont des femmes vibrantes avant d'être des femmes fortes et que souvent on l'oublie. Et oui, et tu vois, ce qu'on peut oublier, c'est que dans la vibration, le tremblement de terre est une vibration terrestre, tu vois. Et que des fois, dans Et la oui, vibration, ça peut s'effondrer. Mais dans la vibration, c'est la musique aussi. ça. Et donc, merci beaucoup à toi, cette Mm. invitation. Merci pour tes mots, pour ton histoire. Et on va se retrouver pour un autre podcast plus tard. Merci énormément, Majda, pour ce que tu nous as partagé entre la femme, la maternité, la grossesse, les complications médicales. Aussi de montrer ce milieu médical qui est difficile et qui invisibilise aussi notre vulnérabilité quand on traverse des choses très dures. Et, euh, et voilà, vive, vive les femmes vibrantes, célébration de la femme que tu es, de la maman que tu es, de tes enfants. Et on se dit à très très bientôt. À très bientôt. Merci à toi, Charlotte. À bientôt. Merci.